Au sommaire, le footballeur sénégalais Diafara Sakho arrêté en Angleterre. Il est accusé d'avoir proféré des menaces de mort et tenté d'intimider un témoin selon la presse anglaise. L'hivernage 2015 très meurtrier, une trentaine de victimes recensées depuis le début. La région de Matam a enregistré plus de 23 morts. Les occupants de l'immeuble qui menace ruine à la rue 31 angle 28 de la Médina n'ont pas fermé l'œil cette nuit. Ils sont relogés à l'école Médine dans des conditions qu'ils déplorent. Affaire Bassirou Faye, les avocats du policier Mohamed Bougaleb contre-attaque. Ils se prononcent sur la décision du doyen des juges de renvoyer leurs clients devant la chambre criminelle. L'actualité internationale dans ce midi sera présentée aujourd'hui par Ismaïla Kamara. Bonjour Ismaïla. Bonjour Antoine. On y va pour les titres. Nigeria, 6 morts et 28 blessés dans la gare de Damaturu. C'est le lourd bilan d'un attentat suicide perpétré par une femme kamikaze. Guinée-Bissau, le départ du nouveau Premier ministre Bassirou Dia, c'est ce qu'exige la majorité des députés bissau-guinéens, lesquels ont adopté une résolution dans ce sens. À Goa, les pays africains doivent davantage tirer profit de cette politique commerciale. C'est le vœu exprimé par des experts à l'occasion du 14e forum de l'Agoa qui s'est ouvert à Libreville au Gabon. Les titres sport avec Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour Antoine Diouf. Large fenêtre sur le succès hier des Lions du basket contre l'Angola. Une victoire qui promet. Réaction, compte rendu et éléments décalés dans le journal de l'Afro-Basket. Ce sera en fin d'édition. Le retrait d'Amara Babi de la liste des joueurs contre la Namibie au cœur des débats. Al-Cissé parle de choix sportifs. Le développement de tout cela dans le journal et puis dans le journal de l'Afro-Basket. Le point sur la campagne agricole, sur tous les aspects, ce sera dans Point de vue aux alentours de 12h25. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais, en titre, le footballeur sénégalais Diafara Sakho, arrêté en Angleterre. Selon la presse anglaise, il est accusé d'avoir proféré des menaces de mort et tenté d'intimider un témoin. Cher Tidiane Diagne, bonjour, rebonjour. Les détails de cette affaire. Alors, l'attaquant sénégalais de West Ham United de première division anglaise, Diafara Sakho, a été arrêté dimanche dernier, étant soupçonné d'avoir proféré des menaces de mort et tenté d'intimider un témoin, a rapporté ce mardi le tabloïd britannique The Sun. Des officiers ont arrêté un homme de 25 ans suspecté d'avoir proféré des menaces de mort et tenté d'intimider un témoin, a déclaré un porte-parole de Scotland Yard, qui n'a pas révélé cependant l'identité de la personne incriminée ni la nature des faits ou de la supposée victime. Il a été conduit dans un commissariat de l'Est de Londres puis libéré sous caution. Début octobre par la police, a-t-il ajouté. Selon The Sun, Sakho s'en est pris à sa copine qu'il aurait déjà agressée quelques jours plus tôt. Cela avait déjà valu à l'international sénégalais d'être interrogé par la police et libéré sous caution, d'après le quotidien. Un porte-parole du jour a démenti cependant toutes les allégations auprès du Sun. Diafara n'a pas été inculpé, a-t-il affirmé. Il dément vigoureusement les accusations portées à son encontre et s'est entièrement expliqué auprès de la police. Il ne fera aucun autre commentaire, a-t-il ajouté. Sakho est arrivé à Londres lors de l'été 2014 en provenance de Metz, première division française. Il a inscrit 12 buts lors de la première saison. Il a disputé les 3 premiers matchs de son club en première ligue cette saison. Il s'agit bien entendu de West Ham United, Antoine. Cher Tidiane Diagne, en direct dans ce studio, il est 12h04. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Au moins une trentaine de personnes ont péri depuis le début de l'hivernage. Soit c'est du fait de la foudre, soit par électrocution ou par noyade. Des chiffres lourds, surtout dans la région de Matam où l'on a enregistré 23 morts au total. Le point avec vous, El Hadj Ndiogoudien. Les jeunes de Rufisque morts dans les eaux de pluie et les paysans tués par la foudre à Ndiaye dans la commune de Ndiaganiao sont venus allonger le décompte macabre pour cet hivernage. Un hivernage qui est parti pour battre un record, puisque les 26 morts de 2012 sont déjà dépassés. Rien que dans la région de Matam, 23 morts ont été enregistrés depuis le début de la saison des pluies. On se rappelle la triste fin de ce handicapé mort noyé dans les eaux parce qu'il ne pouvait pas sortir du véhicule coincé dans le bras du fleuve.
Ou encore, ces 3 filles de la même famille noyées à Okadjere le jour de la Korité. Le sud du pays a été aussi endeuillé avec 3 morts dans la région de Kolda, dont une vieille dame emportée par l'effondrement de sa case en Banco. La région voisine de Sédhiou n'est pas non plus épargnée, avec 6 morts, dont 3 personnes foudroyées. Dakar et sa banlieue ont également eu leur lot de victimes. Au moins, 7 individus ont perdu la vie à cause des eaux de pluie. La plupart ont été électrocutés. Les drames se sont produits à Wakam, à Mbao, à la Médina, pour ne citer que ces quartiers. Un homme est aussi mort après l'effondrement de la dalle d'une chambre à Golfe Sud à Guédiawaye. Comme quoi, l'hivernage est source de bonheur, mais aussi source de malheur. El Hadji Ndiogou Diène, affaire Bassirou Faye. Les avocats de Ougaleb en conférence de presse cet après-midi, ils vont se prononcer sur la décision du doyen des juges de renvoyer leurs clients devant la chambre criminelle pour jugement. Ce policier est considéré comme le présumé meurtrier de l'étudiant, alors que ses 2 autres collègues, Tomon Wali et Saliou Ndaoum, ont bénéficié d'un non-lieu. Le procureur a fait appel de cette décision du doyen et du juge. Insalubrité et manque d'eau à l'école Médine où sont relogés les occupants d'un immeuble qui menace ruine à la rue 31, angle 28. Ces familles que notre reporter a rencontrées ce matin disent n'avoir pas dormi cette nuit. Leur seule préoccupation est de sortir de cette situation. Reportage Mohamed Ali Mouba. Dans la petite cour de l'école qui abrite les sinistrés, les enfants sont en train. Chez ces bambins, la vie a repris son cours, un peu trop vite, au goût des adultes recroquevillés dans des salles de classe. Ici, les visages sont encore austères. Il était ici, c'est pas possible, on vivre ici. C'est compliqué. C'est trop compliqué. Ah, on a tous une toilette. On a centaines de personnes. Plus 40 personnes, une toilette. Ça, c'est pas possible. Maman Sofal fait partie des sinistrés, mais elle n'a pas dormi à l'école. Une amie l'a hébergée. Ce matin, elle est venue rendre visite à sa petite famille et rester sur place. On n'a pas dormi hier parce qu'il y a des moustiques, il y a beaucoup de moustiques, il y a beaucoup d'air. Mais on n'avait pas de... Et finalement, qu'est-ce que vous dites? Finalement, de toutes les façons, on décide de partir. Du coup, certains sinistrés n'hésitent pas à demander l'aide à des parents pour sortir de la situation. Et Tierno vient expressément de Kermassar. Il a rendez-vous avec un coursier. Je viens d'appeler hier à 6 heures. J'ai quitté à Kermassar, venu ici pour aider mes parents. Et qu'est-ce que tu as vu dans la salle? Ah, le salle franchement parler, c'est pas bon pour notre famille. On cherche chambre pour quitter. C'est hier qu'une dalle d'un immeuble se situant à la Médina a cédé sous le poids de l'âge. Le préfet a ordonné l'évacuation des lieux. Cet après-midi, le maire de la Médina, Bamba Fall, rencontre les sinistrés. C'est pour trouver solution à leurs problèmes. La saleté au marché du port autonome de Dakar, usagers et commerçants se plaignaient selon eux si l'environnement est insalubre. C'est à cause des comportements de certains qui ne se soucient pas du tout de la propriété des lieux. Reportage au marché du port autonome de Dakar, Mamadou Amardion. Le marché du port offre un visage qui n'est pas beau à voir. Des tas d'immondices un peu partout. Ici, la saleté règne en maître. Ismaël Assal fustige le comportement des usagers du marché. La propreté qu'on soit soi-même, prendre un café, jeter dehors, n'est pas du tout vraiment appréciable. Franchement, l'égal étoile chaque jour que Dieu fait. Mais malheureusement, il manque un peu de civisme chez les Sénégalais. Béatrice tient un restaurant au marché du port. Elle et les autres restauratrices s'occupent des clients, mais aussi de leur environnement. On a besoin d'un environnement assez sain pour éviter les microbes, aussi les gens qui viennent manger. Vous jetez vos ordures où? Dans les poubelles. C'est automatique? Oui, c'est automatique. On prend un sachet, on le met et on va jeter. Impossible selon Ismaïla de faire dans la surveillance stricte. C'est une question, dit-il, de civisme. Il y a lieu de sanctionner, ok. Mais voyez-vous, vous n'allez pas me dire qu'on va mettre un policier à chaque coin de rue pour ramener les Sénégalais à l'autre. Non, les gens ne peuvent pas tout faire. Cet homme, la cinquantaine, a une proposition.
Le gouvernement doit prendre des mesures, notamment le système des badges. Les gens doivent aller à la mairie payer 25 000 francs CFA par mois. C'est mieux que les taxes de 100 francs. Ça ne coûte rien. Vous voyez, celui-là, il fait tout ce qu'il veut. En attendant qu'une solution soit peut-être trouvée, le marché du port vit avec ses commerçants, ses usagers, mais aussi ses rigoles et ses... RFM, la radio de toute l'actualité. Rufisque, la société en charge des travaux de canalisation, rejette les accusations des populations. Accusations selon lesquelles ces chantiers ont causé des désagréments avec les fortes pluies qui se sont abattues sur la commune. Satar précise que des zones inondables existaient déjà dans la ville avant ces chantiers. Isidore Alexandre Sen. L'entreprise en charge de la réalisation des canaux d'évacuation des eaux pluviales se veut claire. Les inondations ont fortement baissé dans la ville de Rufisque. Jean Sarr, chef du projet d'assainissement de la ville de Rufisque. On n'a pas encore fait la traversée au niveau des chemins de fer. On a renforcé nos capacités de pompage. Quand le projet démarrait, il y avait une vingtaine de maisons qui étaient inondées parce qu'on était en cours de travaux. Les travaux sont toujours en cours de réalisation, mais les techniciens sont en alerte permanente. Même au moment de la pluie, les machines tournent. Les dernières pluies qui sont tombées dans la ville ont causé beaucoup de désagréments dans des familles, notamment dans le quartier des champs de course. Là, la société dégage toutes ses responsabilités. Mamadou Sek, conducteur des travaux de Satar. Les deux maisons qui ont été endommagées, c'est dû au fait qu'il y a une fenêtre qui est près de ces maisons-là. Il y a de la SD. Donc on ne pouvait pas fermer là-bas parce qu'ils n'ont pas encore relevé le réseau. Pape Momar Mbouk, président de la cellule de communication des travaux d'assainissement de la ville de Rufisque, demande aux Rufisquois de prendre leur mal en patience. Des travaux d'une aussi grande envergure nécessitent en tout cas l'adhésion des populations. Patience, encore patience, parce que d'ici l'année prochaine, un projet qui est déjà à 80% déjà réalisé, d'ici l'année prochaine, je pense que ça va être un vieux souvenir. Ces chantiers d'assainissement ont débuté depuis 2012 et actuellement 80% des travaux sont déjà réalisés. Donc sous peu, la question des inondations ne sera qu'un mauvais souvenir, ont assuré les techniciens de Satar. Isidore Alexandre Sen-Rufisque, RFM. Le chef de projet de Satar explique qu'il faut un temps bien déterminé de rétention des eaux pour parler d'inondation et selon lui, la ville de Rufisque n'est pas encore dans cette situation. Écoutons Jean Sarr au micro d'Isidore Alexandre Sen. Lors de la pluie du lundi, il n'y a que 2 maisons qui ont été endommagées par les eaux de pluie. Et cela est dû au fait qu'on n'a pas encore fait la traversée au niveau des chemins de fer. Donc par rapport aux chemins de fer, on a renforcé nos capacités de pompage. Si maintenant il y a une arrivée d'eau par rapport au bassin, on est obligé de relever les eaux du bassin pour traverser les rails parce qu'il n'y a pas un lien hydraulique entre l'amont des rails et l'aval des rails. Mais il y a un minimum de temps de rétention. Et ce qu'il faut comprendre dans le cadre de ces eaux, on a reçu une pluie exceptionnelle le lundi qui fait à peu près 107 mm, qui n'est pas négligeable à Rufisque. Mais ce qu'il faut comprendre, ce n'était pas une appréciation lors de la pluie. Quelle que soit la situation, 30 minutes après la pluie, on n'a pas vu d'eau. Donc le canal a évacué les eaux. Et quand on parle d'inondation, c'est par rapport à un temps de rétention. Mais ce temps est largement inférieur à 1 heure de temps. Les gens se plaignent. Quand le projet démarrait, il y avait une vingtaine de maisons qui étaient inondées parce qu'on était en cours de travaux. Présentement, vous ne parlez que de 2 maisons. Donc même si le lien hydraulique n'est pas encore fait côté rail et côté route nationale, le temps de rétention normal d'1 heure de temps, on a largement un temps inférieur. On a 30 minutes après la pluie, on n'a pas eu d'eau. Dans le nord du pays, le village de Fondéas, dans la commune de Guédé, c'est dans le Podor, est quasi inaccessible depuis mi-août. Ce sont les conséquences des fortes pluies tombées ces derniers temps. Et puis la montée des eaux du fleuve Sénégal a aggravé la situation. Alousseinou Diagne. Fondéas est un village de la commune de Guédé. Il est situé à 5 km seulement de la capitale départementale. Mais la localité n'est accessible ni par charrette ni par véhicule depuis la mi-août. C'est la conséquence des fortes pluies tombées il y a quelques jours. Une situation rendue encore plus difficile par la montée de la crue sur le fleuve Sénégal. Ce matin d'ailleurs, à l'échelle de Podor, le niveau a atteint 4,07 m. L'on est loin certes de la cote d'alerte située à 5,10 m,
Mais au rythme où vont les choses, il y a de quoi s'inquiéter pour des populations de Fondéas. Ce village qui ne dispose ni de poste de santé, ni d'infirmiers. Difficile de se soigner là-bas par ce temps qui court, mais référer aussi une femme en travail est un sérieux casse-tête. La localité est bien dans la liste des villages concernés par le programme d'infrastructure de désenclavement de l'axe nord, mais désenclavé Fondéas, cet hivernage est plus qu'urgent. Richard Toll, à l'Oussé-Loudiagne, RFM. L'hivernage dans la région de Matam, les différents postes pluviométriques sont déficitaires, à l'exception de celui de Canel. Les détails avec Ali Bandenian. Depuis la reprise des précipitations et à mis fin à une longue pause pluviométrique, la situation reste et demeure toujours préoccupante dans une bonne partie de la région de Matam. À la date d'aujourd'hui, il n'y a que le département de Canel qui présente un meilleur tableau en termes de pluviométrique avec un cumul de 302 mm à Sinthiou-Bamambé. Par contre, à Matam, tout comme dans le département de Ranérou-Ferlo, l'essentiel des postes demeure déficitaire. Une situation pluviométrique qui impose des interrogations sur le comportement des cultures. Youssouf Gueye est le directeur régional du développement rural de Matam. Nous avons accusé un petit retard concernant la pluviométrie parce que les pluies commencent d'habitude à Matam vers le 10 juin. Cette année, la pluviométrie s'est réellement installée à Matam en fin juillet. À ce jour, le département de Canel est presque excédentaire et au niveau du département de Matam et de Ranérou, c'est là-bas où il y avait l'inquiétude. On a déjà une cartographie des zones à risque endémique au niveau de la région. Le mil est plus rustique que l'arachide parce que le mil se met même à sec. Et ici, comme nous avons des spéculations arachides et espèces diverses de 90 jours, à 85 jours, on peut même observer une maturation des cultures. Donc l'inquiétude n'est pas encore de mise et celle a ouvert ses vannes. Nous continuons le suivi. Un retard connu cette année dans l'installation effective de l'hivernage qui est en train d'allonger la longue période de soudure. D'ici les prochaines premières récoltes, l'attente s'annonce plus longue que d'habitude. Matam, Ali Bandelian, RFM. Guetndar à Saint-Louis, des pêcheurs continuent d'utiliser les filets monofilaments et pour une bonne gestion des ressources halieutiques, un comité local de la pêche artisanale a été mis en place aux acteurs. On demande de respecter la réglementation. Correspondance à Saint-Louis, Mohamed Nabissila. À Saint-Louis, un comité local pour la pêche artisanale est mis en place pour faire respecter la réglementation. L'objectif principal du CLPA de Saint-Louis, c'est la gestion durable de la ressource, l'introduction de tout ce qui est matériel prohibé, le port du gilet à bord d'embarcation, le paiement des permis de pêche et tout ce qui s'ensuit. C'était tout un arsenal. Et que Saint-Louis doit se classer au premier niveau par rapport aux autres centres de pêche. Et Baye Diallo, son nouveau coordonnateur, de lancer un appel à ses collègues pêcheurs. Le message vraiment que je lance à mes collègues pêcheurs, conforme à la réglementation. Tout ce qui est prohibé, tout ce qui est INN, des pêches, de la façon des pêches, des mines, et autres pêches. Mais à propos de l'utilisation des monofilaments, il affiche une prudence et prêche une alternative soutenue par l'État. Nous avons fait des investissements colossaux par rapport aux monofilaments. Mais maintenant, c'est des milliards et des milliards. Mais même actuellement, l'État, les filets qu'il nous propose, il n'y en a pas au Sénégal. Nous demandons à l'État de faire son devoir régalien, de nous amener des filets alternatifs par rapport aux monofilaments, et de les octroyer à des moyens subventionnés. Des efforts sont à faire par les pêcheurs de Saint-Louis pour se conformer à la réglementation comme c'est le cas ailleurs. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. L'actualité internationale. Guinée-Bissau, Ismaïla Camara, les députés réclament le départ du Premier ministre Bassirou Dia. Oui. Les députés bissau-guinéens ne veulent pas du nouveau Premier ministre. Ils réclament son départ. Récemment nommé par le président José Mario Vaz, Bassirou Dia ne fait pas l'unanimité. La majorité des votants ont adopté une résolution après d'intenses débats à l'Assemblée nationale. À Dramé, Ismaïla Koli. Sur les 102 députés qui siègent à l'Assemblée nationale, 75 ont voté cette résolution. Ils sont tout simplement contre la nomination du nouveau Premier ministre Bassirou Dia, la qualifiant de coup d'État constitutionnel.
En nommant Bassirou Dia, le président bissau-guinéen José Mario Vaz a rejeté la proposition du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert de reconduire l'ancien Premier ministre Domingos Simoes Pereira à son poste. Le président Vaz était en désaccord avec Pereira sur le choix du futur chef des forces armées bissau-guinéennes. Le nouveau Premier ministre va bientôt former son gouvernement. Il a limogé des responsables de la radio et de la télévision publique pour leur présumée partialité lors de la dissolution du gouvernement de son prédécesseur. Il a également interdit la retransmission des débats de l'Assemblée nationale. Le président gambien Yahya Jammeh a proposé son aide pour résoudre cette crise. Restons en Guinée-Bissau où l'ex-médiateur de la CEDEAO prône le dialogue politique. Il s'agit de l'ancien président du Nigeria Antoine Diouf. La mission d'Olusegun Obasanjo a pris fin après la nomination de Bassirou Dia. Il déclare avoir mené de larges consultations entre les différents acteurs de la crise bissau-guinéenne. Répondant à RFI, Obasanjo soutient qu'il a tout fait pour désamorcer la crise politique née de la dissolution controversée du gouvernement par le président José Mario Vaz. Des morts et des blessés à Damaturu au Nigeria. Cela, c'est dans le nord-est du pays. Le bilan d'un attentat suicide est lourd. On compte 6 morts et 28 personnes blessées. C'est l'œuvre d'une femme kamikaze. Ouri Cissé pour les détails. Un témoin a fait savoir à l'AFP qu'une fille a essayé de pénétrer dans la gare routière de Damaturu. Elle a refusé de se faire fouiller par les gardes de sécurité. Ces derniers lui ont refusé l'accès. Il ajoute qu'à la sortie du parking, la jeune fille kamikaze a déclenché ses explosifs et 6 personnes ont été tuées dans la voiture. Selon le porte-parole du gouvernement de l'état de Yobe, cette attaque a aussi fait plus de 20 blessés. Il déclare que les morts ont été acheminés vers la morgue et les blessés ont été pris en charge par les secours. Pour rappel, Boko Haram a intensifié ses attaques dans 3 États du Nord-Est depuis que le nouveau président nigérien Muhammadu Buhari a pris ses fonctions. C'était le 29 mai dernier. Il s'engage à anéantir à tout prix Boko Haram. La France convoque un sommet à Paris pour lutter contre Boko Haram. C'est une proposition du chef de l'Élysée selon François Hollande. Celle-ci vise à coordonner les actions des pays impliqués dans la croisade contre le groupe terroriste. Le président de la République française souhaite que ces pays partagent leurs informations et agissent ensemble dans la région. Il ajoute qu'il va viser son homologue nigérian. Muhammadu Buhari est attendu à Paris dans quelques jours. François Hollande a fait cette sortie lors d'un discours devant les ambassadeurs français réunis à Paris, Antoine. Direction Libreville, les pays africains doivent se lancer dans l'AGOA, parole d'experts africains. Apporter un nouveau souffle à l'AGOA, c'est la volonté des experts venus de 39 pays. Ils l'ont clamé à Libreville. C'est à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du 14e forum de l'AGOA. Ces experts invitent plus de pays africains à tirer profit de cette politique commerciale. De Libreville, Yves Antonio Oula. Les experts présents à l'ouverture du 14e forum de l'AGOA à Libreville veulent changer la donne. Il est question de déterminer comment les pays africains peuvent saisir toutes les opportunités afin de percer désormais le marché américain et accroître leur échange avec les États-Unis d'Amérique. Si l'on en croit le président du comité scientifique du forum de l'AGOA, les pays africains n'ont réellement pas bénéficié des avantages de l'AGOA à cause de divers problèmes. Lors du pré-forum, les experts sont tombés d'accord. Il y a encore trop de conditions pour faire entrer un produit africain sur le marché américain. Mais au-delà, les Africains doivent avoir le courage de respecter les conditions d'éligibilité des pays par rapport au respect des droits de l'homme et de la possibilité pour le président des États-Unis d'exclure un pays pour non-respect des règles de l'organisation. À noter par ailleurs l'exposition de plusieurs produits des pays participants et la forte délégation américaine composée de plus de 300 agents pour assurer la sécurité des 40 délégués. Yves Antonio Ogoula, Libreville, RFM. C'était Yves Antonio Ogoula, notre correspondant permanent à Libreville. C'est à vous maintenant, Antoine Diouf. C'était l'actualité internationale avec Ismaël Kamara. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le point sur la campagne agricole 2015, tous les aspects, ce sera dans Point de vue. Les sports à présent, du football, l'affaire Amara Babi, le joueur sénégalais dont le contrat avec Auxerre a été résilié hier pour mauvais comportement. Dans la foulée, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, qu'il avait convoqué pour le prochain match des Lions, revient sur sa décision. Dans un communiqué hier soir, Aliou Cissé évoque des raisons sportives. RFM a mené une enquête. Les explications sont à chercher ailleurs.
Babacar Fall. C'était donc un communiqué diplomatique entre guillemets. Les raisons qui ont poussé Aliou Cissé à retirer le nom d'Amara Babi de sa liste ne sont pas sportives. Dans son communiqué, le sélectionneur des Lions écrit que le joueur ne sera pas opérationnel pour Namibie-Sénégal du 5 septembre prochain en raison de la rupture de son contrat avec le club français d'Auxerre. Rupture parce que le joueur est resté 4 jours sans donner de ses nouvelles. Alors les dirigeants auxerrois ont mis fin à son bail. Les vraies raisons donc de la décision d'Aliou Cissé sont plutôt morales. Une source proche du coach du Sénégal nous confie qu'après cet incident, Aliou Cissé a commencé à se poser des questions sur le personnage d'Amara Babi. Un joueur qui sèche les entraînements de son club sans explication, faut-il le mettre dans une sélection nationale? Se serait interrogé Aliou Cissé. Le sélectionneur de l'équipe de football du Sénégal craint pour l'esprit du groupe. Amara Babi reviendra-t-il au Sénégal? Le joueur de 26 ans est à la recherche d'un nouveau club et Aliou Cissé, lui, d'un excentré gauche. Dans ce secteur, le sélectionneur des Lions ne dispose presque pas de joueurs. Chan 2016 au Rwanda, deuxième tour préliminaire, reprise ce matin du regroupement des Lions locaux à Toubab Dialao. 23 joueurs sont convoqués par le sélectionneur Moustapha Seck. En mi-octobre, le Sénégal en match aller va se frotter à la Guinée à Conakry. Notez que le Sénégal avait éliminé la Gambie. Phase nationale des Nawetan, 2 matchs sont au programme des quarts de finale ce mardi. Tous vont se dérouler au stade Lamine Gueye de Kaolack, 18h. À Bourg de Diourbel croise Moussa Molo de Kolda. Juste après 20h, Dekondo de Louga affronte Ben Khadi de Kédougou. Il faut noter que Ersan de Thiès est la première équipe qualifiée pour les demi-finales. Hier, en quart de finale, Tiosan de Dakar au score a battu donc le tenant du titre Ifragel de Kaolack avant que la partie ne soit interrompue à 13 minutes de la fin par une coupure de projecteur. Par une coupure de projecteur, oui, Ibrahim Adjamé. Des joueurs de l'équipe de Tiosan très en colère alors qu'ils venaient par un score d'1-0 devant Ifragel dans la deuxième période du match. Des projecteurs du stade se sont brusquement éteints, plongeant du coup la pelouse dans la pénombre. Le coach de l'équipe dakaroise, Ibrahim Abba, dit qu'Apello regrette et considère que cela ressemble à du sabotage. J'ai comme l'impression que c'est du sabotage, quoi. Ouais. C'est regrettable. Alors, non, très regrettable. On s'est déplacé de Dakar à Sis, mais ça n'en pas le football. Pourtant, le conseil départemental disait avoir beaucoup investi pour un meilleur éclairage du stade, mais la situation est là. Nous l'avons vécu ensemble avec le président du conseil départemental. Baba Ndiaye est venu assister au match, relate les explications que le technicien du stade lui a fournies sur la question. Il y a une forte pluie qui s'est abattue ce dernier jour là sur Kaolack. Les pylônes ont pris de l'eau. C'est l'explication technicien. Moi, je ne suis pas un technicien en électricité. Et quand les pylônes prennent de l'eau, effectivement, ça affaiblit et grille les ampoules. Maintenant, dès ce soir, il va monter avec son équipe pour pouvoir rétablir cela en état. Et nous espérons que dès demain, Inch'Allah Rabbi, nous allons jouer ici et dans des conditions les meilleures. Du côté des organisateurs, ils ne trouvaient pas opportun de se prononcer à l'instant sur ce problème de l'éclairage du stade. Le président de l'ODCAV, Souleymane Thioune, que nous avons interpellé, nous disait qu'il devait d'abord procéder à l'évaluation avant de revenir à nous. En tout cas, c'était la 5e fois depuis que les phases nationales ont démarré que des matchs sont interrompus du fait de problèmes d'éclairage. Ibrahim Adjamé, Kaolack, Radio Futur Média. C'est tout pour cette page des sports. Rendez-vous avec Cher Tidiane Diagne en fin d'édition pour le journal de l'Afro-Basket. RFM. Reportage vacances. Reportage vacances. Aujourd'hui, on s'intéresse aux vacanciers ici à Dakar. Beaucoup de familles n'accueillent plus de vacanciers. Justement, c'est à cause de la conjoncture. Un reportage signé Mantouré. Des parents à la fin de l'année académique qui choisissent où emmener leurs enfants, chez le cousin Mapaté ou la grand-mère Mère Nafi ou chez tonton Simon, de préférence des riches qui vont subvenir aux besoins des petits, le temps de se reposer et d'échapper à la bougeotte, aux cris et aux dégâts causés par l'enfant. Ce phénomène c'était avant, maintenant ce n'est plus. Je n'enverrai mon enfant nulle part, car la situation actuelle est compliquée, la vie est difficile, donc je ne le serai pas non plus. Et puis,
Qui de plus approprié que les parents pour surveiller leurs propres enfants? Il est préférable qu'ils restent avec moi. Là, c'est sûr, je pourrais les surveiller. Et puis, c'est plus sûr, je suis la mère. Ce directeur d'école vit comme au bon vieux temps. Sa fille est partie chez son oncle, quoi de plus naturel. J'ai pas peur. Vous savez pourquoi j'ai pas peur? Moi, j'ai rendu énormément, Dieu merci, je touche du bois aux gens. Mais si les gens demandent à ce que mon enfant aille chez moi-même se ressourcer, ou bien chez son beau-frère se ressourcer, moi, qu'il n'y a pas de quoi pour eux, moi, tout simplement. Vous avez confiance? Oui, j'ai confiance. L'individualisme, c'est pour les autres. Il en est persuadé. Ou quand même, chacun veut rester avec sa petite famille. Mais moi, je crois que la famille élargie, il n'y a rien de tel. Les vacances des enfants, c'est le début du calvaire pour les parents. Mais que faire? Les envoyer chez la proche famille n'est plus la parade. Alors, il faut faire avec. Ce n'est que 3 mois.